Imaginez une seconde. Nous sommes en octobre 1805. Au cœur de l'Europe, les plus vieux empires du monde tremblent. À Vienne, à Berlin, à Saint-Pétersbourg, une panique froide s'empare des généraux. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent plus la guerre. Leurs armées, immenses, disciplinées, entraînées depuis des décennies, se font pulvériser les unes après les autres, parfois sans même avoir eu le temps de tirer une seule cartouche. C'était comme si les Français possédaient un don d'ubiquité. Un jour, ils sont devant vous. Le lendemain, ils sont sur vos flancs. Et le surlendemain, ils coupent déjà votre retraite, 200 kilomètres plus loin. Le général autrichien Mack, enfermé dans Ulm, dira plus tard qu'il avait l'impression de se battre contre un fantôme. Ou pire, contre une sorcellerie. Mais ce n'était pas de la magie. C'était bien plus terrifiant que cela. C'était de l'intelligence pure. Pendant 10 ans, les rois d'Europe ont cherché à percer ce mystère. Ils pensaient que la supériorité française venait de la fureur révolutionnaire ou du charisme de Napoléon. Ils avaient tort. Ils regardaient, mais ils ne voyaient pas. La véritable arme de la France, celle qui a mis l'Europe à genoux, n'était pas un nouveau fusil, ni un canon plus gros. C'était une idée, une invention invisible à l'œil nu, mais dévastatrice sur le terrain. Bienvenue sur l'héritage de fer. Aujourd'hui, nous allons faire ce que les historiens académiques oublient souvent de faire. Nous allons ouvrir le capot de la machine de guerre, la plus parfaite de l'histoire. Nous allons vous révéler le secret mécanique qui a permis à la France de gagner, encore et encore, contre des ennemis 2 fois plus nombreux. Oubliez les batailles rangées que vous avez vues dans les films. Ce que vous allez découvrir est la preuve que la grandeur de notre histoire ne repose pas seulement sur le courage, mais sur un génie intellectuel qui a 100 ans d'avance sur son temps. Préparez-vous, car nous allons disséquer le secret de la grande armée. Pour comprendre la violence du choc que l'Europe allait subir, il faut d'abord regarder ce qu'était la guerre avant Napoléon. C'est crucial, car sans ce contraste, on ne peut pas saisir le génie français. Imaginez les armées de l'Autriche, de la Prusse ou de la Russie au début du XIXe siècle. C'étaient des dinosaures, des bêtes gigantesques, puissantes, mais d'une lourdeur effroyable. Ces armées fonctionnaient comme un bloc unique. Si le général en chef voulait avancer, toute l'armée, les 70 000 hommes, l'artillerie, les bagages, tout devait avancer, ensemble, sur une seule et même route. C'était un cauchemar logistique. La tête de la colonne arrivait au campement, alors que la queue n'était pas encore partie. Ces armées étaient esclaves de leur ravitaillement. Elles traînaient derrière elles des convois interminables de fours, à pain, de tentes, de nourriture. Elles ne pouvaient pas s'éloigner de leur dépôt de plus de 5 jours de marche, sous peine de mourir de faim. Résultat, elles étaient lentes, terriblement lentes. Elles rampaient sur la carte de l'Europe, comme des limaces cuirassées. Et surtout, elles étaient aveugles. Tout le commandement était centralisé. Un seul cerveau pour des milliers de corps. Si vous coupiez la communication avec le général en chef, le reste de l'armée se figeait, incapable de prendre la moindre décision. C'est là que le génie français intervient. Napoléon regarde ses ennemis et il ne voit pas de la puissance. Il voit de l'obésité, il voit des cibles statiques. Il comprend que la clé de la victoire moderne, ce n'est pas la masse, c'est la vitesse. Mais comment déplacer une armée de 200 000 hommes plus vite qu'une petite troupe? C'est mathématiquement impossible si tout le monde reste groupé. Alors, l'empereur a une idée qui va briser les codes militaires, établis depuis les Romains. Il prend son immense armée et il la découpe, il la fragmente. C'est la naissance du corps d'armée.
Ce n'est pas juste une division administrative, c'est une révolution. Chaque corps d'armée devient une entité autonome, une mini-armée complète en soi. Écoutez bien la différence, car c'est là que réside le secret. Un corps d'armée français, commandé par un maréchal d'Empire, possède tout ce qu'il faut pour faire la guerre seul. Il a sa propre infanterie, bien sûr, mais aussi sa propre cavalerie légère pour voir et éclairer le terrain, sa propre artillerie pour frapper fort, son propre génie pour construire des ponts et ses propres services de santé et de ravitaillement. C'est une structure modulaire. Prenez le maréchal Davout ou le maréchal Lannes, donnez-leur un corps d'armée de 25 000 hommes. Ils n'ont pas besoin d'attendre que Napoléon leur dise où poser le pied gauche, puis le pied droit. Ils reçoivent un objectif stratégique global et ils se débrouillent. Ils sont libres de manœuvrer. Cette autonomie change tout. Au lieu d'avoir un seul bloc monolithique qui s'étouffe sur une seule route, la grande armée se déploie comme un filet gigantesque. Les 7 ou 8 corps d'armée marchent séparément, sur des routes parallèles, couvrant un front de plusieurs centaines de kilomètres. C'est le principe fondamental de Napoléon. Marcher séparés, combattre réunis. Imaginez la terreur stratégique pour l'ennemi. Les Autrichiens voient des Français partout, au nord, au sud, à l'est. Ils ne savent pas où est l'empereur. Ils ne savent pas où est le gros des troupes. Ils reçoivent des rapports contradictoires. S'ils essaient d'attaquer un corps isolé, ils ont une mauvaise surprise, parce qu'un corps d'armée français est conçu pour être assez robuste pour tenir tête à une armée entière pendant au moins 24 heures. 24 heures, c'est le chiffre magique. C'est le temps qu'il faut aux autres corps qui marchent à une vitesse infernale sur les routes voisines pour converger vers le bruit du canon. C'est un piège mortel qui se referme automatiquement. Si vous n'attaquez pas, vous êtes encerclé par ce filet qui se resserre. Si vous attaquez un point du filet, il résiste et les autres mailles viennent vous étrangler. La grande armée n'était pas une foule d'hommes armés. C'était un organisme vivant, capable de se disperser comme de l'eau pour passer partout et de se solidifier comme du granit à l'instant de l'impact. Les monarques d'Europe jouaient encore aux échecs avec une seule pièce, la reine, puissante mais solitaire. Napoléon, lui, avait transformé tous ses pions en reines. Mais la théorie ne suffit pas. Une idée, aussi brillante soit-elle, ne vaut rien si elle ne résiste pas à l'épreuve du sang et de la boue. Il fallait un terrain d'essai pour prouver au monde que la France avait changé les règles du jeu. Et ce terrain d'essai, cette démonstration magistrale qui allait humilier la vieille Europe, ce fut la campagne de 1805. C'est là que la machine infernale s'est mise en marche pour la première fois, avec toute sa puissance. Et ce qui s'est passé dépasse l'entendement. L'automne 1805 approche et l'Autriche est confiante. Le général Mack a rassemblé 72 000 hommes à Ulm, en Bavière. Il attend les Russes qui arrivent à marche forcée pour l'aider. Pour lui, la guerre est une affaire de lignes et de positions fixes. Il surveille l'Ouest, la direction de la France, persuadé que Napoléon devra venir le percuter de front, comme un bélier contre une porte. C'est ce qu'on a toujours fait, c'est la règle. Mais Napoléon ne joue pas selon les règles. Pendant que Mack scrute l'horizon à l'ouest, la grande armée a déjà disparu. Elle a quitté les côtes de la Manche, où elle s'entraînait pour envahir l'Angleterre, et elle a pivoté. 200 000 hommes, 7 corps d'armée, se mettent en branle. Et là, le monde découvre la vitesse française. Ce n'est plus une marche, c'est un torrent. Les soldats parcourent 30, 40 kilomètres par jour, chargés comme des mules dans la pluie et la boue. L'empereur fait la guerre avec nos jambes, grognent les vétérans, mais ils avancent.
Il traverse le Rhin, non pas en face de Mack, mais loin au nord. Le système des corps d'armée montre alors toute sa flexibilité terrifiante. Chaque maréchal, Lannes, Soult, Ney, Davout, suit son propre itinéraire, parfaitement coordonné par l'empereur. Ils forment un arc de cercle gigantesque qui commence à descendre sur les arrières des Autrichiens. C'est une manœuvre d'une audace inouïe. Napoléon est en train de contourner une armée entière sans qu'elle s'en aperçoive. À Ulm, le général Mack commence à recevoir des rapports inquiétants. Des patrouilles françaises sont signalées au nord, puis à l'est. À l'est, comment des Français peuvent-ils être à l'est, c'est-à-dire derrière lui, entre son armée et Vienne? C'est impossible, c'est une hallucination. Il pense qu'il s'agit de quelques éclaireurs égarés. Il ne peut pas concevoir que 200 000 hommes aient pu se déplacer aussi vite, aussi silencieusement, et changer complètement l'axe de la guerre. Mais le filet se resserre. Le 10 octobre, le maréchal Soult coupe la route principale vers l'Autriche. Mack est coupé de ses ravitaillements. Le 14 octobre, le maréchal Ney, le brave des braves, s'empare des ponts clés à Elchingen dans un assaut furieux. Mack réalise trop tard qu'il n'est plus le chasseur, mais la proie. Il est enfermé dans Ulm comme un rat dans une nasse. Il n'y aura pas de grande bataille héroïque à Ulm. Il n'y aura pas de charge de cavalerie titanesque comme à Eylau ou de carnage comme à Borodino. Non, ce sera bien pire pour l'honneur autrichien. Ce sera une humiliation totale, mathématique, implacable. Le 20 octobre 1805, sans espoir de secours, totalement encerclé par cette hydre à 7 têtes qui a surgi de nulle part, le général Mack capitule. 25 000 soldats autrichiens déposent les armes. 60 canons sont capturés. 40 drapeaux tombent aux mains des Français. Napoléon écrit à Joséphine « J'ai détruit l'armée autrichienne par de simples marches ». C'est une phrase qui devrait être gravée dans chaque école militaire. En quelques semaines, grâce à l'invention du corps d'armée, la France a neutralisé une des plus grandes puissances continentales, quasiment sans perte. Les autres monarchies sont sidérées. Elles réalisent avec effroi que leurs armées sont obsolètes. Elles sont face à un prédateur d'une espèce nouvelle, plus rapide, plus intelligent, plus létal. Mais le triomphe d'Ulm n'est que la face visible de la médaille. Ce système, aussi brillant soit-il pour la grande stratégie, avait un autre effet, plus intime, plus humain. Il a forgé une race de commandants comme on n'en avait jamais vu. Car voyez-vous, donner une armée autonome à un homme, c'est lui donner une responsabilité écrasante. Dans les armées prussiennes ou russes, les généraux n'étaient que des exécutants. Ils obéissaient aux ordres, point final. L'initiative était punie. Dans la grande armée, l'initiative était le moteur de tout. Le système des corps d'armée a transformé les maréchaux de Napoléon en vice-rois de la guerre. Prenez le maréchal Davout, le maréchal de fer. Un an après Ulm, en 1806, il se retrouve dans une situation qui aurait fait capituler n'importe quel autre général. C'est la bataille d'Auerstedt. Davout commande le 3e corps. Il est isolé. En face de lui, ce n'est pas un détachement, c'est le roi de Prusse en personne, avec l'armée principale, 63 000 hommes. Davout n'en a que 26 000, 1 contre 3. N'importe quel manuel militaire sensé dirait « retraite immédiate, fuyez ». Mais Davout ne fuit pas. Il sait que son corps d'armée est une machine complète. Il a confiance en ses divisions, en son artillerie, en la souplesse de son commandement. Il sait qu'il est un maillon essentiel du grand plan de l'empereur, qui se bat à quelques kilomètres de là, à Iéna. Alors, il accepte le combat. Ce qui se passe à Auerstedt
est la preuve ultime de la supériorité du système. Le bloc prussien, massif, rigide, s'écrase vague après vague contre la défense flexible et meurtrière de Davout. Le corps d'armée français plie, encaisse, manœuvre, contre-attaque, avec une précision chirurgicale. Davout, gérant ses ressources avec une intelligence froide, finit par briser l'armée prussienne. 26 000 Français mettent en déroute 63 000 Prussiens. C'est l'apothéose du système. Ce jour-là, Napoléon a vaincu à Iéna, mais Davout a triomphé à Auerstedt. L'empereur lui-même n'en revenait pas. Quand on lui annonça la victoire de Davout, il s'écria « Votre maréchal y voit double », ne pouvant croire qu'il avait vaincu autant d'ennemis. Voilà ce que permettait cette organisation. Elle ne créait pas seulement des victoires, elle créait des légendes. Elle permettait à des talents individuels de s'exprimer avec une puissance décuplée. La France ne gagnait pas parce qu'elle avait plus d'hommes, elle gagnait parce que chaque maillon de sa chaîne était plus fort, plus autonome et plus réactif que l'acier rigide de ses adversaires. Cependant, il ne faut pas croire que ce système était infaillible par magie. Il reposait sur une condition absolue, un prix terrible à payer pour cette efficacité. Ce prix, c'était l'épuisement. C'était la capacité inhumaine exigée du soldat français. Pour que les corps d'armée puissent se disperser et se réunir à la vitesse de l'éclair, il fallait marcher. Marcher jusqu'à ce que les bottes tombent en lambeaux. Marcher jusqu'à ce que les hommes s'endorment en avançant. L'empereur connaît la mesure du temps, mais il ne connaît pas la mesure de la distance, disaient les grognards. Ce système était un ogre qui dévorait les kilomètres. Il demandait une logistique implacable, capable de suivre ce rythme infernal, ou de vivre sur le pays, ce qui rendait l'armée française aussi redoutée pour sa rapacité que pour sa bravoure. Mais c'était le carburant nécessaire à cette machine de Formule 1. Et cette machine a dominé le monde pendant près d'une décennie. De Madrid à Moscou, le simple nom d'un corps d'armée français faisait trembler les villes. Quand on annonçait l'arrivée du corps de Ney ou de Murat, on savait que ce n'était pas juste une troupe qui arrivait, mais une tempête. Mais regardons plus loin. Ce que Napoléon a inventé avec ce système, ce n'est pas seulement une méthode pour gagner des batailles au XIXe siècle. C'est la base même de la guerre moderne. Regardez les armées d'aujourd'hui. Regardez comment l'OTAN est organisée, comment les armées américaines, russes ou chinoises fonctionnent. Elles sont toutes divisées en unités autonomes, capables d'opérer indépendamment, tout en restant connectées à un commandement central. Le concept de task force, de groupement tactique interarmes, tout cela, c'est l'héritage direct du corps d'armée de Napoléon. Il avait été le premier à comprendre que la guerre n'était pas un duel statique, mais un flux, un mouvement perpétuel d'énergie et d'information. Il a transformé le champ de bataille en un échiquier fluide où la mobilité l'emporte sur la force brute. Les Prussiens, après avoir été humiliés à Iéna et à Auerstedt, ont passé les années suivantes à copier frénétiquement le modèle français. Les Russes, les Autrichiens, tous ont dû abandonner leur vieille tradition médiévale pour adopter le système français, simplement pour espérer survivre. C'est l'aveu le plus éclatant de supériorité, quand votre ennemi juré est obligé de devenir comme vous pour vous combattre. Même Karl von Clausewitz, le grand théoricien prussien de la guerre, qui détestait Napoléon, a dû admettre son génie. Il a passé sa vie à analyser pourquoi la France gagnait, et sa conclusion revient toujours à cette organisation supérieure, à cette capacité à concentrer la force au point décisif. Il appelait Napoléon le dieu de la guerre, pas par amour, mais par respect terrifié devant cette efficacité. C'est cela
la véritable grandeur de l'épopée. On parle souvent des charges de cavalerie, des uniformes rutilants, des aigles dorés, et c'est magnifique, c'est glorieux, mais la vraie gloire, la plus durable, c'est celle de l'esprit. C'est de savoir que la France a dicté au monde comment penser la guerre. Ce n'était pas le hasard qui plaçait le drapeau tricolore sur toutes les capitales d'Europe. C'était la victoire de la raison, de l'organisation et de l'audace intellectuelle sur la routine et le conservatisme. La Grande Armée était une œuvre d'art, sculptée par un visionnaire et animée par des millions de cœurs battant à l'unisson. Alors, quand on regarde en arrière, quand on contemple ces monuments aux morts, ces noms de bataille gravés sous l'arc de triomphe, il ne faut pas seulement voir du sang versé, il faut voir une démonstration de génie collectif, il faut voir une époque où la France n'était pas seulement la nation la plus forte, mais la nation la plus intelligente du monde. Ce système a permis des exploits qui défient la logique. Il a permis à une nation épuisée par la Révolution de tenir tête à des coalitions de rois et d'empereurs pendant 20 ans. Il a permis à des fils de paysans de devenir maréchaux d'empire et de faire la loi de Lisbonne à Varsovie. L'héritage de fer, c'est cette mécanique de la victoire. C'est cette volonté de ne jamais subir, de toujours manœuvrer, de toujours surprendre. C'est l'idée que rien n'est impossible quand l'intelligence guide la force. Ils ont fini par apprendre, oui, mais ils n'étaient que des élèves. La France était le maître. Pendant 20 ans, l'Europe a regardé vers Paris non seulement avec crainte, mais avec une fascination absolue. Car ce que Napoléon et ses maréchaux ont accompli dépasse la simple conquête territoriale. Ils ont prouvé que l'esprit pouvait dompter la matière. Ils ont prouvé qu'une armée citoyenne, guidée par une organisation rationnelle et supérieure, pouvait balayer les vieilles monarchies poussiéreuses qui se croyaient éternelles. Ce secret, ce système des corps d'armée, reste la preuve éternelle que la grandeur n'est pas un don du ciel. C'est une construction, une œuvre de l'esprit. C'est la capacité française à regarder le chaos du monde, à l'analyser et à créer un ordre nouveau, plus performant, plus brillant. Les canons d'Austerlitz, d'Iéna et de Wagram se sont tus depuis longtemps. La poussière est retombée sur les routes d'Europe où marchaient ces géants. Mais l'écho de ce génie résonne encore. Il résonne dans chaque manuel d'histoire militaire, dans chaque stratégie moderne, et surtout, il résonne dans notre mémoire collective. Nous ne sommes pas seulement les descendants de soldats courageux, nous sommes les héritiers de ceux qui ont réinventé l'art de vaincre. Cette histoire, c'est la vôtre, c'est notre héritage de fer. Si vous ressentez cette fierté, si vous refusez que ces exploits tombent dans l'oubli ou soient déformés par le temps, alors votre place est ici, parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à faire vivre la légende de notre pays. Et avant de partir, une question pour les vrais passionnés. Selon vous, quel maréchal a le mieux incarné cette redoutable efficacité du système? Est-ce l'inoxydable Davout à Auerstedt, l'intrépide Lannes à Friedland? Ou le flamboyant Ney? Dites-nous qui mérite la première place dans les commentaires. L'histoire s'écrit aussi avec votre voix. À bientôt pour la prochaine bataille.